Habituellement, chaque crime a un motif. Et sur cette base, les enquêteurs tentent sans de comprendre qui aurait pu être impliqué dans l'incident et dans quelles circonstances. Parfois, cependant, les actions des gens restent inexplicables, bien qu'elles puissent avoir de graves conséquences pour les innocents. En l'an 2004, la Californie est devenue le foyer de 2 camps d'été uniques, Roche et Eau et Eldorado. Ces lieux n'étaient pas seulement des camps pour enfants ordinaires, mais de véritables centres de développement spirituel et physique sous la direction de Lindsay Cutshall et Jason Allen. Lindsay, une femme de 22 ans originaire de l'Ohio, a grandi dans une famille de pasteurs et a reçu une éducation à domicile. Jason, un natif du Michigan âgé de 26 ans, venait également d'une famille profondément croyante. Leurs chemins se sont croisés 2 ans avant les événements décrits dans un collège biblique en Virginie occidentale où Lindsay étudiait. Comme ils l'ont dit eux-mêmes, il y a eu une étincelle instantanée entre eux. Dans les camps Roche et Eau et Eldorado, Lindsay et Jason non seulement organisaient des excursions de rafting et veillaient à la sécurité des enfants, mais leur enseignaient également les bases de la survie dans la nature, tout en menant des conversations sur des thèmes bibliques. Leur approche du travail était une combinaison unique d'aventure et de croissance spirituelle. Après 5 mois de fréquentation, Jason a fait une visite traditionnelle aux parents de Lindsay dans l'Ohio pour demander la bénédiction pour le mariage. Ayant reçu l'approbation, le couple a commencé à faire des plans d'avenir. Ils rêvaient d'avoir leur propre maison et même de fonder leur propre camp d'été où ils pourraient pleinement réaliser leurs idées et intérêts. Le travail en tant que conseillers principaux dans les camps existants était pour eux un pas vers la réalisation de ce rêve. Ils organisaient des randonnées, tenaient des études bibliques et se rapprochaient pas à pas de leur objectif. Le mariage de Lindsay et Jason était prévu pour le 11 septembre 2004. Peu avant cette date, le couple a effectué une sorte de répétition de la nuit de noces pour se préparer à la célébration imminente. Leur plan de lune de miel correspondait à leur caractère. Au lieu d'une station balnéaire luxueuse, ils ont choisi des vacances actives sur la rivière en Virginie occidentale. Bien qu'ils aient eu la possibilité de passer leurs vacances dans des conditions plus confortables, Lindsay et Jason ont préféré rester fidèles à leur amour pour la nature et l'aventure. Ils prévoyaient de combiner romance et vacances actives, ce qui reflétait pleinement leur philosophie de vie et leurs intérêts communs. Le jeune couple était au seuil d'un nouveau chapitre de leur vie, plein d'espoir et de projets d'avenir. Leur histoire d'amour et leurs rêves partagés semblaient être le début d'un long et heureux chemin ensemble. Le vendredi 13 août 2004, vers 19h, Lindsay et Jason ont terminé leur journée de travail au camp d'été. Ils ont décidé de s'offrir de petites vacances avant de quitter la Californie. Lindsay rêvait de voir San Francisco. Alors le couple s'est mis en route dans la Ford Tempo rouge de 92 de Lindsay, après avoir confié la direction à d'autres moniteurs. Les jeunes prévoyaient de revenir le dimanche à 18h. Lorsque le personnel du camp s'est réveillé le lundi matin, ils ont constaté que Lindsay et Jason étaient toujours absents. C'était totalement atypique pour ce couple habituellement ponctuel et responsable. Les tentatives pour les contacter sont restées vaines. Les moniteurs inquiets ont appelé les parents des jeunes, espérant en savoir plus sur leur localisation, mais personne n'avait d'informations. Sans perdre de temps, le personnel du camp s'est tourné vers les forces de l'ordre. Connaissant le style de vie actif du couple, ils craignaient que les amoureux n'aient pu se retrouver dans une situation difficile pendant leur voyage. Dans l'attente d'une réponse des autorités, les proches de Lindsay et Jason ont décidé de commencer eux-mêmes les recherches. Cependant, ils se sont heurtés à un problème sérieux. Personne ne savait exactement où se trouvait le couple. Les futurs époux avaient prévu de visiter San Francisco,
mais ils aimaient aussi explorer les environs, visiter des sites moins connus et des plages reculées. Cette incertitude a considérablement compliqué les recherches, surtout compte tenu de l'état de développement des communications au début des années 2000. De plus, Lindsay et Jason étaient connus pour leur spontanéité et pouvaient changer leur plan à tout moment et se rendre dans un endroit complètement différent. En fait, les futurs époux pouvaient être n'importe où, et leur recherche ressemblait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Considérant que les jeunes devaient revenir au camp à la fin du week-end et qu'ils ne s'étaient pas manifestés, des inquiétudes quant à leur bien-être sont apparues. Une disparition soudaine semblait improbable, car le couple devait se marier dans 1 mois. De plus, Lindsay avait prévu de retourner dans l'Ohio dans 1 semaine pour finaliser les derniers préparatifs de la célébration. Cette situation a causé une inquiétude croissante parmi les proches et les collègues du couple, laissant de nombreuses questions sans réponse. Dès qu'ils ont appris l'incident, les proches du jeune couple se sont immédiatement mis en route depuis le Michigan et l'Ohio vers la Californie. Leur objectif était d'aider aux recherches et de soutenir les forces de l'ordre. Malheureusement, l'enquête sur le camp de vacances n'a pas donné de résultats significatifs. La seule chose qui restait à faire était de diffuser des photos des disparus et des informations sur leur véhicule. Comme Jason et Lindsay avaient charmé prévu de visiter San Francisco, les principaux efforts de recherche se sont concentrés sur cette zone. Cependant, le terrain était trop vaste, ce qui compliquait l'opération de recherche. Plus de 2 jours s'étaient déjà écoulés et il n'y avait aucune nouvelle des jeunes gens. Les proches étaient extrêmement inquiets, sachant que chaque heure de retard réduisait les chances d'une issue heureuse. 5 longs jours d'attente n'ont apporté aucune information utile. Le 18 août, les premières nouvelles inquiétantes sont arrivées. Un hélicoptère de sauvetage survolant la côte rocheuse de Californie a remarqué quelque chose d'inhabituel sur la plage. Le pilote a vu des silhouettes immobiles dans des sacs de couchage colorés sur Fish Hat Beach. La police s'est immédiatement rendue aux coordonnées transmises par le pilote. Peu avant, un garde du parc avait découvert une voiture rouge abandonnée près de Fish Hat Beach, à environ 100 km au nord de San Francisco. Le véhicule se trouvait au sommet d'une falaise pittoresque offrant une vue imprenable sur l'océan. Une vérification dans la base de données a révélé que la voiture appartenait à Lindsay, la disparue. Lorsque les agents de patrouille sont arrivés sur la plage rocheuse en question, ils ont découvert 2 personnes. Elles gisaient immobiles, malgré l'heure de la journée. Elles ne répondaient pas aux appels. Il s'agissait d'un jeune homme inconnu et d'une jeune femme, chacun dans son propre sac de couchage sur la plage. Après la découverte de la scène de crime, les enquêteurs ont été confrontés à une scène troublante. 2 personnes immobiles se trouvaient dans un état incompatible avec la vie en raison de leurs blessures. La théorie d'un enrichissement matériel a été presque immédiatement écartée, car les objets personnels et de valeur gisaient intacts et éparpillés. L'état des corps indiquait qu'ils étaient là depuis plusieurs jours, ce qui rendait leur identification difficile. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il pourrait s'agir d'un couple disparu. Dans un sac à proximité, des documents au nom de Lindsay Cutshall et Jason Allen ont été trouvés. Les analyses de laboratoire ont confirmé ces soupçons. Les experts ont également déterminé qu'il n'y avait aucun signe d'actes illégaux, ce qui excluait un motif correspondant. La situation devenait de plus en plus énigmatique. L'hypothèse d'un possible décès volontaire a émergé, mais l'absence de l'arme du crime près du couple remettait en question cette théorie. Une inspection de la zone n'a révélé aucun autre campement, ce qui excluait la probabilité que les victimes connaissent un éventuel malfaiteur. Personne ne leur avait tenu compagnie. Les enquêteurs ont considéré qu'une rencontre fortuite, qui s'est peut-être terminée de manière tragique en raison d'un conflit,
était la version la plus probable. Cet endroit était fréquemment visité par des touristes routards et des personnes sans domicile fixe. Les résultats de l'examen ont montré que l'arme du crime était un fusil Marlin modèle 1894. Un équipement assez rare. Ce détail pourrait être un indice important, car un tel modèle était généralement utilisé pour la chasse, et sa rareté pourrait aider dans l'enquête. Les enquêteurs recherchaient un suspect, probablement un homme célibataire, peut-être un chasseur et amateur d'armes à feu, qui possédait un système de tir aussi inhabituel. Les enquêteurs s'efforçaient de contenir le flux d'informations. Ils craignaient que cela puisse entraver l'enquête et causer une agitation inutile dans la population. L'affaire semblait embrouillée dès le début. C'est pourquoi les enquêteurs voulaient se concentrer sur l'analyse des preuves existantes plutôt que sur la vérification d'affirmations douteuses. Aucun indice important n'a été trouvé sur la scène de crime. Peut-être que le coupable les avait emportés pour compliquer le travail des forces de l'ordre. Il n'est pas exclu que des preuves aient été emportées par le vent ou recouvertes par le sable. Il y avait toujours du vent sur la plage. Des théories sur une rencontre fortuite avec une personne dangereuse ou un conflit inattendu ont été envisagées. Cependant, aucun incident similaire n'a été enregistré dans la région à cette période. Des liens avec des groupes criminels ou des substances interdites ont été examinés. Mais toutes les connaissances du couple ont catégoriquement rejeté une telle possibilité. Lindsay et Jason menaient un mode de vie sain, n'avaient pas de mauvaises habitudes et évitaient les passe-temps dangereux. Pour obtenir des informations supplémentaires, les policiers ont commencé à analyser les derniers appels des téléphones du couple, leur correspondance et leurs transactions bancaires. Dans leur appareil photo, ils ont trouvé des images du pont du Golden Gate et d'Alcatraz. Les futurs époux avaient visité de nombreux sites touristiques à San Francisco et se dirigèrent vers le nord. Les nombreuses photos ont aidé à reconstituer l'itinéraire des voyageurs, mais n'ont pas fait avancer l'enquête. Parallèlement, les enquêteurs ont interrogé les habitants locaux. Il s'est avéré que le couple était arrivé au quai des pêcheurs le samedi. Ici, ils ont été vus par de nombreuses personnes. Lindsay et Jason se sont détendus et ont marché dans les environs, prenant des photos. Les paysages pittoresques faisaient de cette région un endroit populaire pour les touristes. Tout indiquait que les jeunes gens profitaient simplement de leurs vacances. Selon les témoins, Lindsay et Jason se comportaient calmement et ne se disputaient avec personne. Les enquêteurs n'ont pu détecter aucun signe inquiétant dans leur comportement. Les enquêteurs ont réussi à reconstituer l'itinéraire du jeune couple. Jason et Lindsay ont traversé de nombreuses villes de l'État, laissant une trace de souvenirs de témoins occasionnels. Partout, ils ont été mémorisés comme des voyageurs joyeux et insouciants. Ils se sont arrêtés à différents endroits, profitant de la cuisine locale et visitant des sites touristiques. Personne n'a remarqué quoi que ce soit de suspect autour d'eux. Une femme s'est adressée à la police avec l'information qu'elle avait vu le couple vendredi et samedi, les jours où ils ont quitté le camp. Selon ses dires, Jason et Lindsay ont essayé de réserver une chambre dans un hôtel de plage, mais en raison de l'afflux de touristes, toutes les places étaient occupées. Malgré l'échec de l'hébergement, le couple ne s'est pas découragé. Ils ont pris leur petit déjeuner et déjeuné au restaurant de l'hôtel et ont discuté avec le personnel. Le gérant de l'établissement a noté que les jeunes gens semblaient absolument heureux et amoureux. Jason et Lindsay ont à nouveau essayé de trouver une chambre libre pour la nuit, mais sans succès. Les hôtels des environs étaient bondés en raison de la haute saison. Après cela, la trace du couple se perd pendant un moment. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer exactement pourquoi les amoureux ont atterri sur cette plage en particulier. La théorie selon laquelle ils auraient pu être intentionnellement dirigés là-bas a été envisagée, mais elle ne correspondait pas aux faits. Tous les objets de valeur du couple sont restés intacts. On sait que le 14 août, lors du petit déjeuner à l'hôtel,
Jason et Lindsay ont parlé de leur projet d'aller à la plage et d'y installer un camp. Dans la soirée, ils ont atteint la côte rocheuse au-dessus de la zone du rivage. Pour atteindre l'eau, il fallait franchir une pente raide. Ils ont laissé leur voiture en haut, à côté d'une cabane touristique. Dans la cabane, il y avait un livre d'or pour les vacanciers. En vérifiant les entrées, la police a découvert que Jason y avait laissé une entrée le jour de son arrivée. Il a partagé ses impressions du temps merveilleusement passé avec sa fiancée et a exprimé sa gratitude pour les moments heureux. Les enquêteurs n'ont pas réussi à trouver des traces de véhicules étrangers ou d'inconnus sur la plage à ce moment-là. Il n'y avait aucun signe de résistance, ce qui a dérouté les enquêteurs. Cependant, le principal problème n'était pas la recherche d'un motif, mais le manque total d'indices pour rechercher le coupable. Cette incertitude a persisté jusqu'en 2006. Pendant cette période, des détails auparavant secrets ont été rendus publics. Les enquêteurs ont opté pour cette démarche dans l'espoir d'obtenir de nouvelles informations précieuses et de gagner plus de témoins. De nouveaux faits ont également été révélés. Par exemple, lors de l'examen de la plage, on a trouvé une bouteille d'une boisson rare pour la région, probablement achetée dans le Wisconsin. De plus, un carnet de poèmes a été découvert, mais il n'appartenait pas aux victimes. Le lien entre ces objets et l'incident restait discutable. Près de la voiture de Lindsay, un chapeau inhabituel a été trouvé. Mais là s'arrêtaient les indices. Le problème était que toutes ces choses ne devaient pas nécessairement appartenir au coupable, mais pouvaient être à n'importe lequel des milliers de touristes qui visitent ces lieux chaque année. Pour attirer l'attention du public, une récompense de 50 000 $ a été offerte pour des informations pouvant conduire à l'arrestation du coupable. Le moment exact de l'incident restait inconnu. Le couple a été vu pour la dernière fois à l'hôtel le matin du 14 août, donc on supposait que l'incident s'était produit soit dans la nuit du 14, soit le matin du 15. Une avalanche d'appels a commencé, plus de 1000. Les gens s'accrochaient à toute possibilité d'obtenir la forte récompense. Cela signifiait un travail supplémentaire pour la police. Chaque signalement devait être vérifié. L'absurdité de l'incident était bouleversante. Selon les proches, les victimes n'avaient pas d'ennemis, ni de jaloux, et n'avaient pas de passé criminel. Il semblait qu'ils dormaient paisiblement lorsque l'inévitable s'est produit. L'horreur n'a pas seulement touché les proches des victimes. Lorsque l'information s'est répandue, les habitants ont commencé à éviter la plage où l'incident s'était produit. Dans ce contexte, le public exigeait de la police qu'elle arrête le coupable le plus rapidement possible et assure la sécurité. Mais les gardiens de l'ordre n'étaient pas non plus restés les bras croisés. Tout au long de l'enquête, les enquêteurs avaient plusieurs personnes d'intérêt. L'une d'entre elles était un sans-abri du Wisconsin. Il niait toute implication dans l'incident, bien que selon les autorités, il se trouvait près de la plage au moment des faits. On soupçonnait que la bouteille trouvée pourrait lui appartenir. L'homme a accepté de se soumettre à un test de détecteur de mensonges qu'il a passé sans difficulté. De plus, son ADN ne correspondait pas à l'échantillon de la bouteille. Il a ensuite été libéré. Peu après, une autre personne est entrée dans le viseur, Sean Golan, signalé par une résidente. Il montrait un comportement suspect, possédait une vaste collection d'équipements de tir, était un chasseur passionné et avait des problèmes avec des substances interdites. Sean correspondait à la description du présumé auteur. Son arsenal a été vérifié, mais l'arme recherchée n'a pas été trouvée. Il a nié toute implication dans l'incident et aucune preuve n'a été trouvée contre lui. Par conséquent, Sean a également été libéré. À un moment donné, on a même envisagé un lien avec le tristement célèbre tueur du Zodiac en raison de similitudes dans le mode opératoire.
des informations sont apparues sur une autre personne qui a attiré l'attention des enquêteurs. Il s'est également avéré être sans abri et aurait pu être dans la région au moment du crime. Les résidents le connaissaient pour son comportement inapproprié. Les habitants avaient vu l'homme rôder à plusieurs reprises dans les environs, même avec un objet dangereux. On essayait de l'éviter et on le chassait de partout. Cette personne s'est avérée être Joseph Henry Burgess, âgé de 62 ans. Il était extrêmement religieux et menait une vie d'ermite, ce qu'il expliquait comme une attente d'une révélation divine sur sa destinée. En 1977, Joseph vivait dans un groupe de sans-abri au Canada. 2 jeunes les ont rejoints. Durand, 20 ans, et Leif Carlson, 19 ans. Joseph n'était pas satisfait de leur présence et a essayé de les chasser, mais les jeunes hommes sont restés. 4 jours plus tard, les jeunes ont été retrouvés immobiles dans des sacs de couchage sur la plage. Les circonstances étaient étonnamment similaires à celles de Lindsay et Jason. Après cela, Joseph a disparu. Il est devenu la principale personne d'intérêt pour la police en lien avec l'incident au Canada. On l'a recherché pendant des années. Peu à peu, les enquêteurs locaux sont arrivés à la conclusion qu'il n'était plus en vie, car la recherche est restée sans résultat. L'affaire a été pratiquement classée et n'a été rouverte qu'après l'incident avec Lindsay et Jason en l'an 2004. En analysant des cas similaires, les enquêteurs ont découvert des informations sur un incident survenu près de 30 ans auparavant. Malgré les déclarations des résidents après l'incident avec le futur couple sur la plage, Joseph a de nouveau disparu des radars. Il n'est pas revenu dans le viseur des autorités jusqu'en 2009. Pendant cette période, une série d'intrusions non autorisées pour s'approprier des objets de valeur dans des maisons de New York a été enquêtée. Les enquêteurs ont suivi le suspect jusqu'au Mexique. Lors d'une tentative de fuite dans l'une des maisons, une fusillade a eu lieu au cours de laquelle le suspect a été neutralisé. Cela s'est produit le 16 juillet 2009. L'identité de l'individu maîtrisé a été établie comme étant Joseph Burgess. Les autorités ont prélevé un échantillon d'ADN et l'ont comparé aux preuves trouvées sur les lieux de l'incident avec le jeune couple. Cependant, elles ne correspondaient pas aux traces sur la canette de bière, de sorte que les enquêteurs ont dû exclure cet homme dangereux du cercle des principaux suspects. Néanmoins, le public a longtemps considéré Joseph comme responsable de la tragédie. Pourtant, 10 ans se sont écoulés et il n'était toujours pas clair ce qui s'était exactement passé cette nuit fatidique sur la plage. Les proches des victimes ont organisé une réunion commémorative sur le lieu de la tragédie. Même une décennie après les tristes événements, plus de 60 personnes se sont rassemblées pour se souvenir des jeunes amoureux. 13 ans après le tragique incident avec les gardiens sur la plage, un autre événement choquant s'est produit dans la région. Le 14 mars 2017, à Forestville, à seulement une demi-heure de route du dernier endroit connu où se trouvaient Lindsay et Jason, un incident s'est produit qui a secoué les résidents. Dans l'une des maisons, un drame familial s'est déroulé, au cours duquel Seamus, âgé de 38 ans, s'est retrouvé dans un état critique. Il vivait avec sa mère et son frère. La mère a identifié l'auteur. C'était le frère de la victime, Sean Golan. Un conflit a éclaté entre les frères, conduisant à des conséquences irréversibles. Sean, connu pour son tempérament explosif, a utilisé de l'équipement de chasse contre Seamus. Les enquêteurs connaissaient donc bien Sean. Il avait déjà été tenu responsable de comportements agressifs auparavant. En 2009, Sean a manifesté un comportement agressif en lançant une lance artisanale sur la voiture d'un étranger. Cet incident a failli se terminer en tragédie. Sean était connu pour son comportement instable et sa passion étrange, la fabrication d'armes blanches artisanales, en particulier des lances.
Le comportement de Sean se caractérisait par l'infantilisme et l'excentricité. Il s'est avéré qu'il était obsédé par des idées d'autodéfense, mais ses méthodes suscitaient la perplexité. Sean vivait dans un monde de ses fantasmes qu'il mettait parfois en pratique dans la réalité. À l'origine, il fabriquait de l'équipement pour des jeux de rôle, mais avec le temps, il a commencé à l'utiliser contre des personnes. Après l'incident avec son frère, la police a enquêté sur les réseaux sociaux de Sean. Le jour de l'incident, il a publié 11 messages dont le contenu a suscité de sérieuses inquiétudes. Certaines entrées étaient incohérentes. Dans d'autres, il insinuait des relations inappropriées avec des membres de la famille, y compris sa mère. Tout cela indiquait de sérieux problèmes psychologiques. L'analyse des publications a conduit les enquêteurs à conclure que le conflit avait été déclenché par une offense infondée. Sean a été arrêté sous suspicion d'utilisation d'un système d'armes à feu et de possession de munitions. Il a été placé en garde à vue, mais a initialement refusé de coopérer avec les enquêteurs. En examinant les archives, les enquêteurs ont découvert que Sean avait déjà été arrêté en 2004 en lien avec l'enquête sur la disparition de Jason et Lindsay. Lors de leur première visite au domicile de Sean après l'incident avec le jeune couple, les policiers ont été surpris par la quantité d'équipements qu'il gardait. Le mode de vie de l'homme a suscité de sérieuses inquiétudes. Il était littéralement obsédé par la collecte d'équipements de tir. Néanmoins, il n'y avait pas de preuve directe reliant le suspect à l'incident sur la plage. Aucune preuve matérielle importante n'avait été trouvée, ce qui rendait difficile la réalisation d'enquêtes cruciales. Le seul indice restant était un petit fragment trouvé lors de l'examen de Jason. Dans la collection confisquée de Sean, on n'a pas trouvé le rare fusil supposément utilisé lors du crime. Cependant, il y avait un autre modèle qui jouerait plus tard un rôle dans un incident désagréable avec son frère. Une implication dans les événements sur la plage n'a pas pu être prouvée. Bien que le comportement de l'homme ait semblé étrange aux enquêteurs, il n'y avait pas de motif d'arrestation. Tout cela s'est passé en l'an 2004. Lors de son arrestation en 2017, Sean est d'abord resté silencieux. Après un certain temps, il a remis une note exprimant son désir de parler aux enquêteurs. Lors de l'interrogatoire, il a avoué l'incident avec son frère et a commencé à parler d'une affaire datant de 13 ans impliquant un jeune couple. Il a partagé des détails que seule une personne impliquée pouvait connaître. Cela signifiait que la justice avait finalement rattrapé l'auteur de la tragédie de 2 jeunes personnes. Les familles des victimes se sont montrées soulagées et reconnaissantes en apprenant la nouvelle. Après les aveux de Sean, il a été décidé de procéder à une vérification supplémentaire des informations. Lors de l'examen de sa correspondance, des messages suspects d'une ex-petite amie ont été découverts. Elle demandait s'il valait la peine de dénoncer Sean aux autorités pour une récompense de $50 000. La femme insinuait son implication dans plusieurs incidents pour lesquels il avait échappé à la responsabilité. Malgré le contenu inquiétant, l'ex-petite amie semblait avoir décidé de ne pas agir. Les enquêteurs prévoyaient de l'interroger sur le lien possible de Sean avec l'affaire de la plage. Cependant, à ce moment-là, il avait déjà commencé à faire des déclarations. Il a donc été décidé de ne pas faire appel à un témoin supplémentaire. Sean a raconté aux enquêteurs que ce jour fatidique, il était allé à la plage en pensant poursuivre un animal sauvage. Soudain, il est tombé sur un couple endormi dans des sacs de couchage. Selon ses dires, des pulsions intérieures l'ont poussé à faire quelque chose d'irréversible. Le jeune homme fut la première victime. Il n'a même pas pu se réveiller. Le bruit a réveillé la jeune femme, mais elle non plus n'a pas pu réagir à temps face à l'incident inattendu. Par peur d'être poursuivi, Sean a rassemblé les preuves dans une boîte en métal et les a cachées dans des buissons sur la propriété de son père. Une décennie plus tard, les enquêteurs ont découvert cette preuve importante, qui est devenue la preuve clé contre le suspect. Sean a expliqué ses actions par un trouble mental
exacerbée par la consommation de substances interdites et d'alcool. Il a affirmé avoir entendu des voix étrangères. L'enquête a révélé que les proches de Sean avaient caché la vérité pendant des années. Une semaine après l'incident, Sean a remis à son père l'objet du crime. Au lieu d'informer la police, le père a caché l'objet rare, ce qui a aidé Sean à échapper à une arrestation immédiate. Les soupçons concernant sa participation à d'autres incidents ne se sont pas confirmés. Jusqu'au procès, Sean a été placé dans une unité spéciale pour personnes ayant des problèmes mentaux. Son comportement était imprévisible, son discours souvent incohérent. Les psychiatres ont recommandé un régime de détention spécial pour prévenir l'automutilation et les agressions. La défense a tenté de prouver l'irresponsabilité de Sean au moment de l'acte. Cependant, l'accusation a souligné une série d'actions conscientes. Cacher des preuves, demander au père de cacher l'équipement fait maison. Le procureur a insisté sur le fait que Sean avait agi rationnellement. Une expertise psychiatrique l'a reconnu responsable de ses actes. En juillet 2019, Sean Gallant, âgé de 40 ans, a été déclaré coupable. La sentence a été sévère. 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 94 ans pour d'autres délits. Le juge a souligné que le condamné ne serait jamais libre. Fait remarquable, Sean n'a pas pu expliquer le motif de son acte. Il a simplement fait référence à des voix dans la tête et parlé du désir de causer du tort sans raison apparente.